Il est 8h36. François Ruffin est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Député France Insoumise de la Somme, François Ruffin. Tiens, avant d'attaquer tout ce qui est politique, je voudrais vous poser une question à propos d'Adrien Rabiot. Est-ce qu'il a commis une erreur, Rabiot? Oh merde, je suis au courant de rien. Vous êtes au courant de rien? Non. Vous n'êtes même pas au courant? Non, non, non. Ah, vous êtes un fan de foot? Ouais, non, mais pas tout. Hein. Ah, mais, pas tout. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Non, parce qu'il a envoyé par mail une réponse à Didier Deschamps, qu'il avait convoqué comme suppléant. Et il a dit non, mais moi je veux pas être suppléant. Je refuse ce rôle de suppléant. Je vais pas réagir sur une grande affaire nationale qui vient d'éclater et à laquelle je... Non, vous savez, tous les politiques, même Corbière a dit qu'il comprenait ça, que c'était formidable, cette insoumission. Bon, d'accord, ok. Bon, j'ai pas entre l'orgueil et le devoir national, l'orgueil individuel et le devoir national, je sais pas dans quel sens il faut trancher. Ah bon? Ah bon, d'accord. Bon. Non, je blague. Bon. Non, mais très bien. Bon, François Ruffin, nous allons parler de votre journal Fakir. Tiens, et du livre. Ah, bon. Du livre que vous publiez, Un député à la ferme. Bah, ça tombe bien, Fakir Édition, ça tombe bien, puisque en ce moment est en train d'être discutée la fameuse loi alimentation. Pourquoi vous faites cette grimace? Je vous écoute, non, je ne fais pas du tout de grimace, je La vous loi écoute. Vous savez, quand on est face à Jean-Jacques Bourdin, on sait d'où ça part, on se demande où est-ce que la question elle arrive, donc je suis suspendu à vos lèvres. Bon, cette loi, vous allez la voter? Je vais m'abstenir, je pense. Vous abstenir? Ouais. Pas voter contre? Non, je vais pas voter. Dites-moi, un député de la France Insoumise qui ne vote pas contre un projet de loi proposé par le gouvernement, mais c'est une révolution. Je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, mon sentiment est celui-là, c'est-à-dire que il y a rien dans cette loi qui est mal, mais il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas de souffle. Je fais partie des centaines et des centaines de personnes. Alors nous, on est députés, on est payés pour ça, c'est pas le problème. Mais il y a des tas de gens, d'associations pour le bien-être animal, de syndicalistes agricoles, de cadres de la grande distribution, des centaines et des centaines de personnes qui se sont réunies pendant des mois et des mois. Au final, on nous dit que ça fait 35 000 heures de discussion, donc c'est énorme. Et cette montagne de débats accouche d'une souris législative. Pour moi, il n'y a rien de mal. Ça tente plutôt d'aller dans le bon sens, mais il n'y a pas grand-chose. Sur le terrain des prix, puisque c'est le premier article de la loi. Voilà, c'est non seulement le premier article, mais c'est la cause des États généraux de l'alimentation. C'est de se dire, aujourd'hui, on a un agriculteur sur deux qui touche moins de 350 € par mois, c'est pas normal. On a eu la moitié des exploitations qui a disparu en 20 ans, c'est pas normal. On a un suicide d'agriculteurs tous les 3 jours, c'est pas normal. Comment on lutte contre ce découragement, contre cette misère? Et c'est en fait la chute des cours du lait, du porc, du bœuf qui conduit à cette misère agricole. Et là, ce qui est proposé dans la loi, c'est de dire, il faudrait que les interprofessions se mettent d'accord, on va leur donner des indicateurs de prix, pas pour fixer, pour donner des indicateurs, et puis on espère que l'industrie agroalimentaire et la grande distribution vont se conformer à ces indicateurs qui seront fixés en fonction des cours de marché. Oui, mais il y a un amendement qui a modifié un peu les choses. Ouais, non, mais vous avez vu, moi, je vais vous dire, vous avez reçu ici Serge Papin. Oui. Vous avez reçu, donc, qui est le PDG de Système U. Oui, l'ancien, il n'y est plus, mais enfin, c'est peu importe. Vous avez reçu Bruno Dufayet, qui est le président de la Fédération nationale bovine, donc une branche de la FNSEA qui s'occupe des vaches, en gros, quoi. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient et qu'est-ce que je souhaite avec eux? Ce sont des prix planchers. Oui. C'est-à-dire un prix minimum garanti et qui fait que l'agriculteur, il sait que son litre de lait sera acheté à minima à ce tarif-là par l'industrie agroalimentaire, que la côte de porc, le porc, ça sera pareil, que la viande bovine, ça sera pareil. Et donc voilà ce vers quoi on aurait dû aller. Maintenant, le gouvernement se trouve un peu dans le cul entre deux chaises sur cette histoire de loi agricole. Pourquoi? Parce que son logiciel, son ADN, ses gènes, c'est la concurrence. La concurrence, la concurrence. Sur le logement, la concurrence. Sur le rail, la concurrence. Sur l'université, la concurrence. C'est la concurrence partout. Et là, il voit bien que la concurrence sur le terrain agricole, ça nous conduit droit dans le mur ou droit dans le vide, droit dans le gouffre. On continue sur ce chemin-là. Donc il se dit, c'est pas possible, il faut réguler un peu. Mais il n'ose pas réguler. Donc on se retrouve un peu le cul entre deux chaises avec des demi-mesurettes qui viennent après 6 mois de discussion. Et quand en même temps, on dit qu'on va réguler un petit peu sur le terrain français, qu'on demande aux agriculteurs de monter en gamme, qu'on leur demande de fournir une alimentation de qualité, et en même temps, on va pour signer le CETA avec le Canada, on va pour signer les accords avec le Mexique, on va pour signer... Pas encore signé, ça. Le Mexique, si. Le Mercosur. Pas le Mercosur, le Mexique, si. Mais on va quand même y aller avec le Mercosur. Et donc, c'est le choix de dire,
on peut laisser importer de la viande bovine, notamment avec, on ne sait pas ce qui sont utilisés comme activateurs de croissance, ce qui sont utilisés comme antibiotiques. Non, je ne vote pas contre parce que je pense que c'est un premier pas, quoi. Le peu qu'il y a, non, malheureusement, je crois que c'est vendre des illusions aux paysans. Je crois que ça va pas aboutir, que ça ne mènera à rien. Mais je veux pas m'opposer à quelque chose qui, pour moi, ne va pas non plus dans le mauvais sens. Je crois que ça manque d'ambition. Bruno Dufayet, il a eu un propos très fort, donc de la FNSEA, il a eu un propos très fort en commission. Il a dit: qu'est-ce que vous voulez comme agriculteur demain? Vous voulez la Nouvelle-Zélande avec des exploitations géantes? Ben c'est bon, on le fera. Vous voulez de l'agriculture familiale? Vous voulez du bien-être animal? Vous voulez l'élimination des phytos? On le fera. Mais c'est à vous, les politiques, de venir et de nous fixer un cap. Et malheureusement, dans cette loi, aujourd'hui, il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap sur comment on donne plus de valeur pour les paysans, mais il n'y a pas de cap non plus sur comment on sort l'agriculture de la mécanisation, de la chimisation et de l'industrialisation. Bien, et j'invite Stéphane Travert à venir se défendre, hein, parce que on l'entend peu là. Bon, je lis votre journal Fakir. Emmanuel Macron, c'est Robin des Bois à l'envers. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. C'est ça. Oui. Hein, ça va être le mot d'ordre du 26. Écoutez, d'après-demain. D'abord, manif. La situation s'aggrave. Oui. C'est-à-dire que là, on voit bien ce qui se passe avec. Il y a même une de Monde sur les actionnaires enfants gâtés des profits et des dividendes. Quand dans le même temps, Emmanuel Macron veut l'exit tax. D'ailleurs, il faudrait regarder comment il l'a annoncé dans Forbes. Hein, il annonce qu'il va faire de l'exit tax, et c'est comme si c'était déjà validé par le Parlement. C'est quand même une belle manière de s'asseoir sur ce qu'on pourrait décider. Mais enfin bon, quand il décide qu'on va faire l'exit tax, qui baisse l'impôt sur les sociétés, qui supprime l'ISF, et que dans le même temps, là, on nous dit qu'il va y avoir des économies sur les hôpitaux, qu'on donne rien pour les quartiers populaires et qu'on envisage de baisser les prestations sociales. Vous savez, j'utilisais cette image de Robin des Bois à l'envers. Mais je pense qu'on est allé plus loin maintenant. Vous savez, dans Robin des Bois, il y a un personnage qui est le shérif de Nottingham. Oui. Vous vous souvenez de ce dessin animé bien sûr, que vous avez peut-être montré à vos enfants. Mais bien sûr. Et à un moment, le shérif de Nottingham, il vient et il rentre chez les gens, il tape sur le plâtre, il fait sortir une pièce. Il y a Bobby, un petit lapin, qui est en train d'avoir un cadeau d'anniversaire avec une pièce aussi que lui a remis Robin des Bois. Il vient pour lui confisquer. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, on a l'impression que le Robin des Bois à l'envers se transforme en shérif de Nottingham qui va venir gratter sur les prestations sociales pour pouvoir poursuivre sur ces cadeaux aux plus riches, quoi. Oui, ces manifestations, la manifestation après-demain, je vais vous en parler, mais vous avez vu ce qui s'est passé, l'effigie d'Emmanuel Macron, une balle dans la tête, exhibée puis enflammée. Est-ce un acte de violence condamnable? Moralement, hein, je parle. C'est de la violence symbolique. En tout cas, je me reconnais pas dans cette démarche. Mais c'est une forme de violence symbolique qui répond à je crois que Emmanuel Macron, il peut pas mener. Vous ne le feriez pas? Non, je le ferai pas. Je l'ai jamais fait, donc je vais pas me mettre à le faire. Donc voilà. Oui. Maintenant, il y a dans la politique d'Emmanuel Macron non seulement de l'injustice, mais une arrogance de l'injustice. Elle est affichée, elle est presque proclamée. Quand on vient vous annoncer dans Forbes, le magazine des milliardaires, la suppression de l'exit tax, et qu'en même temps on vous dit qu'il n'y aura pas d'argent pour les hôpitaux, voire qu'il va falloir mais l'exit tax ne rapportait rien, pratiquement rien. Hein. Eh ben, sa suppression va nous coûter aux alentours de 800 millions d'euros. C'est pas rien. Et qu'est-ce qu'on va aller gratter? Les APL, ça n'a pas rapporté plus que ça. Donc on est sur des... Et le deuxième truc, c'est Emmanuel Macron concentre tout. Il est dans un sentiment de toute puissance. Vous avez lu son entretien à la NRF, par exemple. Il assume une verticalité du pouvoir totale. Et je crois que autant... il dit, sa politique est claire, j'ai des réformes à faire, il faut que je puisse les faire, et pour pouvoir les faire, il faut que je fasse accélérer le travail parlementaire, c'est son choix. Après, on va parler du Parlement. Mais oui. Quand il revient avec des comparaisons avec Napoléon, voire avec le roi, il y a là quand même quelque chose d'un petit peu stupéfiant, et je viens de lire un bouquin qui est Attention à la marche. C'est en fait une dame qui a passé des mois dans la campagne d'Emmanuel Macron à En Marche. Qu'est-ce qu'il y a de proclamer en permanence? C'est l'horizontalité, on va faire du team building, c'est du brainstorming, il y a une intelligence collective, et de tout ça, il ressort qu'à l'arrivée, on a un homme et un homme seul. C'est vrai dans la Ve République en général, mais c'est quelque chose qui s'est hyper accentué. Est-ce que vous mettez en question sa légitimité?
Est-ce que vous demandez, est-ce que la lutte doit aller jusqu'à son départ? Non. Je veux dire, je n'ai jamais remis en cause la légitimité de Macron sorti des élections. Je vais pas commencer aujourd'hui. Maintenant, la démocratie, c'est pas un processus qui est figé, qui se déroule une fois tous les 5 ans. Oui, parce que vous mettez en cause, vous remettez en question votre élection. Oui. Hein? Oui. Non, mais tout mandat devrait être révocable. Je trouve en cours de mandat. C'est pas mal. Un an après son élection, oui. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, si le quart des habitants de ma circonscription, mais c'était une promesse de campagne. 21 000 signatures. Voilà, je me contente de mettre en œuvre une promesse de campagne. Si le quart des habitants de ma circonscription votent pour mon départ, eh bien, je démissionnerai, je remettrai mon mandat en jeu. Je pense que ça peut être ça. En effet, qu'il y a un certain nombre de pays qui ont ça, dont la Suisse, vous voyez, ou des cantons suisses. Donc, c'est pas non plus. Mais même jusqu'au niveau du président de la République. En tout cas, la fonction. J'y serais favorable. Oui. Si on pouvait mettre ça dans la réforme constitutionnelle, j'y serais favorable. Cette réforme constitutionnelle, d'ailleurs, est-ce que vous la voterez? Non, je voterai. A priori, vu ce qui sort, je voterai absolument contre. Mais pourquoi? Pourquoi? Car la diminution du nombre de députés et sénateurs, ça devrait vous plaire, non? Pas du tout. Moi, je veux dire, la seule question qui vaille pour moi, c'est quelle est l'utilité de ce Parlement? Si on considère qu'il n'a pas d'utilité, qu'on le supprime. S'il n'est un pur habillage, parce que on a des décisions qui sont déjà prises... C'est un lieu de débat. Ouais, mais de débat, d'accord. Mais si c'est un pur habillage, parce qu'on a un président qui prend les décisions et qui ensuite veut un habillage démocratique par le biais de sa majorité automatique et pléthorique, il faut déterminer quelle est l'utilité de ça. Pour moi, la question clé, c'est comment on coupe le cordon ombilical entre le président et l'Assemblée. Et ça, cette question-là, la réforme constitutionnelle, elle ne va pas la poser. Au contraire, elle vient renforcer les pouvoirs du président sur cette Assemblée. Donc elle ne va pas du tout dans le bon sens. Et quant à la diminution du nombre de parlementaires, je suis désolé, mais moi, je souhaite l'augmentation du nombre de parlementaires. Moi, j'ai trop de travail. J'ai trop de boulot. J'ai trop de dossiers. Donc plus de députés. Oui, moi, je veux dire, ce que j'aimerais pour moi, là, c'est... Il y a un suppléant, vous savez, quand on est élu, vous parliez de Rabiot suppléant, mais il y a un suppléant quand on est élu. En fait, il n'a aucune fonction. Moi, par exemple, ce que j'aimerais bien, c'est être député une semaine, que mon suppléant il fasse la semaine d'après, que je revienne faire la semaine d'après. Un duo, quoi. Ouais, un vrai duo, et que je puisse du coup retourner en circonscription, parce que je peux avoir un sentiment de détachement. De plus être au contact des gens, de plus avoir le temps de leur prêter mon oreille. Vous savez, on devient bête parce qu'on n'a plus le temps. On court après le temps et du coup, ça peut nous rendre... François Ruffin, nouveau congrès à Versailles, convoqué en juillet. Est-ce que vous irez? Je pense pas, mais ça sera décidé en réunion de groupe. L'an dernier, j'étais fermement pour ne pas y aller, mais voilà, on verra si... il va y avoir une évolution. Je sais pas. Mais vous êtes la réunion de groupe, c'est important. Parce qu'on vous dit un peu autonome et indépendant. Vous avez vu la photo qui a été publiée partout? Vous faisiez un peu la tête, non? À côté de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai ou pas? À ce moment-là. Non. C'est vrai ou pas? Ce qui est vrai, c'est que avec Mélenchon, on se fait des câlins, on se fait des bisous, on bouffe ensemble le resto et tout ça, ça va. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai pas l'habitude de travailler. J'ai jamais été membre d'un parti. Et j'ai pas l'habitude de travailler dans un parti et ainsi de suite. Donc ça, dans l'organisation de la fête à Macron, puisque c'est à ça que vous faites référence, moi j'ai eu 3 semaines assez lourde, dure, parce que il fallait concilier la France insoumise et puis les anciens Nuit debout. Et c'est pas des choses qui se rapprochent naturellement. Et moi, je suis au point de jonction et donc au point de friction aussi entre des forces. Et j'essaye d'être ça. J'essaye d'avoir un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Vous n'aimez pas voir sur un char de la France insoumise. Vous n'aimez pas voir Jean-Luc Mélenchon attirer toutes les lumières. C'est cela. Prononcer 2 discours alors que finalement c'est une fête à Macron. Voulu populaire, partagé, vous comprenez? La France insoumise a fait sa place. Une forme d'égocentrisme, quoi. Vous savez, pour moi, l'ego et l'orgueil
et l'ambition, c'est pas forcément des choses négatives. Si on veut tenir, et vous le savez bien, Monsieur Bourdin, si on veut tenir dans tout ça, c'est parce qu'il y a de l'ego aussi. Et faire comme si on n'avait pas d'ego, comme si moi j'avais pas d'ego, comme si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas d'ego, comme si vous n'aviez pas d'ego, on vit avec ça. Et c'est ça aussi qui parfois nous porte et nous aide à surmonter des épreuves. Donc moi je serais pas pour la condamnation. Ça dépend. Mais quelles sont les divergences que vous avez avec Jean-Luc Mélenchon? Je pense pas qu'il y ait de divergence de fond. Aucune. Non, il y a des pratiques culturelles qui sont pas les mêmes. Moi j'ai pas passé des années au Parti socialiste et voilà, donc il y a un héritage culturel qui est pas le même et puis donc du coup il faut que ça se cherche, que ça se trouve, mais on fera rien de beau si jamais on réunit pas des choses qui naturellement n'iraient pas ensemble. Donc évidemment, il faut que on trouve le moyen de faire aller ensemble des choses qui voilà, une culture. Moi, j'ai un fond peut-être un peu dans forme, en tout cas un peu plus libertaire, quelque chose comme ça. Bon, je pense que c'est un point supplémentaire que j'amène à la France insoumise et que j'amène à la gauche et que j'amène, j'espère, aux gens, quoi. Ouais, et les syndicats, la CGT qui sera à vos côtés. Non, elle n'est pas à nos côtés. Ah bon? Non, moi je veux dire. Ah bon? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est d'abord. Moi, je me suis retiré du 26 oui, parce que de samedi, parce que c'est pas. Enfin, j'y serai à la manif. Vous y serez? Bah oui, j'imagine. Si évidemment vous dites que je n'y serai pas, mais c'est. Vous serez discret. C'est pas comme si c'était la France insoumise qui avait fait cette manifestation-là ou François Ruffin ou Jean-Luc. Mais non, c'est pas vrai. C'est la traduction médiatique. La réalité, elle est pas celle-là. C'est pas la traduction médiatique, c'est les prises de parole de tous les responsables de la France insoumise. Mais non, mais c'est. Pardon. Une fois qu'il y a. Parce que j'étais aux réunions qui ont organisé le début du 26 mai. Et la réalité, c'est que le Parti communiste était là, le NPA était là, mais aussi des associations de chômeurs, Attaque, Copernic, et ainsi de suite. Donc voilà, là, on a la possibilité d'avoir... Il y a quelque chose qui se passe quand même. On est seulement un an, parce que quand les gens me disent, il n'y a pas beaucoup de monde dans les manifestations. Je voudrais rappeler ça, on est seulement un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Pour avoir la même chose du temps de Hollande, il avait fallu attendre 4 ans sur la réforme de la loi travail. Là, on est seulement un an après. Et un an après, on a des cloisons là qui tombent. Vous savez, moi je dis toujours, quand je vais manifester... Peut-être que les réformes sont arrivées moins vite avec François Hollande. Peut-être qu'en effet, il va plus vite et donc ça produit plus de choses. Mais moi, vous savez, quand je vais manifester... je me demande pas, ah bah tiens, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le François Ruffin citoyen qui fait son journal depuis 99? Est-ce que c'est le François Ruffin qui est syndiqué depuis 2005? Ou est-ce que c'est le François Ruffin qui est député de la France insoumise depuis un an? Je pense que c'est un tout. On n'est pas découpé en tranches. Et donc le fait que toutes les forces de progrès, elles s'allient pour tenter de sortir les gens de l'indifférence, parce que moi, ma bataille, elle est toujours la même. C'est contre la finance. Mais c'est surtout contre l'indifférence. Comment on fait pour sortir les gens de l'apathie politique? Eh ben, il faut envoyer des signes et montrer qu'on est capable de se rassembler et d'y aller tous ensemble. On espère que ça va marcher. On espère que ça va produire quelque chose dans les cœurs, quoi. Ouais. Et que c'est des graines qui sont semées pour l'avenir aussi. Tiens, à propos de la SNCF, puisqu'on parle de grève et de protestation, est-ce que vous demandez toujours le retrait de la réforme? Bah oui. Toujours. En plus, vous avez vu le référendum qui s'est déroulé chez les cheminots. 61% des... référendum, oui, c'est vrai qu'il y a eu un référendum. Oui, 61% des cheminots qui ont voté, et à 94%, ils ont voté contre ce projet de loi. Mais je veux dire, les données n'ont pas changé. Moi, ce que je reproche à ce projet de loi, c'est toujours la même chose. Il nous parle de la concurrence à 86 reprises. Pas une seule fois, il nous parle de réchauffement. Pas une seule fois, il nous parle de climat. Pas une seule fois, il nous parle de biodiversité. Si on parle de transport, voilà ce qui doit être mis au cœur du débat. C'est pas comment on instaure de la concurrence. Donc dans la réforme. Dans la réforme, ça doit être au cœur de la réforme. La question qu'on doit se poser pour le système de transport en France, c'est comment on fait pour qu'il y ait moins de gaz à effet de serre. Améliorer le transport ferroviaire, c'est lutter aussi contre la détérioration de notre environnement et du climat. Tout à fait. Une fois qu'on se pose comme objectif, mais ça n'est pas du tout posé comme objectif dans le nouveau pacte ferroviaire, il faut poser comme objectif, voilà notre objectif, c'est la diminution des gaz à effet de serre. Voilà le projet qu'on a en termes de transport pour diminuer les gaz carboniques dans ce pays. Bon, parce qu'en plus, vous avez vu qu'on s'est fait condamner par l'Union européenne parce que l'air est trop pollué. Donc ça doit être notre objectif. Ça devrait être notre obsession. Et à partir de ce moment-là, on devrait dire quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour ça. Aux européennes, voilà une bonne tête de liste pour les écologistes, François Ruffin.
Moi, vous pourriez être candidat aux européennes, tête de liste? Non, pas du tout. D'abord, parce que, vous savez, si je suis devenu député, c'est pas par hasard, c'est parce que je crois à cette fonction. Je crois à la nécessité qu'il y ait d'autres voix qui s'élèvent dans cette Assemblée nationale. Ça veut pas dire que les gens ils doivent me trouver parfait et tout ça, c'est pas ça. Mais je suis un animateur de démocratie. Voilà mon ambition. Mon ambition, c'est de donner. J'ai fait un speech là sur l'agriculture. Et à l'intérieur, je cite des agriculteurs concrètement, ce qu'ils m'ont raconté, ainsi de suite. Je ramène du reportage. Je peux vous parler là d'une personne que j'ai vue qui est auxiliaire, qui travaille à faire des ménages et à faire des gardes d'enfants. Elle a une amplitude horaire de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Elle trouve pas de place de parking. C'est pour ça qu'elle était venue me voir, parce qu'elle risque de se faire prendre des PV. Mais par ailleurs, elle travaille de 8h du matin à 8h du soir. Elle a du mal à obtenir le SMIC à la fin de ses journées. Pourquoi? Parce que le temps entre un client et un autre est pas pris en charge et pas payé par sa société. Voilà des questions que j'aimerais mettre au cœur du débat politique. Dites-moi, alors, une présidentielle. Vous serez un jour candidat à la présidentielle? Vous connaissez un jour. Bon, il faut jamais insulter complètement l'avenir. J'en sais rien. Mais en tout cas, vous savez, vous pourriez. Est-ce que ça vous paraîtrait incongru, sincèrement? Ça me paraîtrait incongru. Mais la vie, elle doit être faite d'incongruité. Moi, je suis là pour vivre des aventures, donc voilà. Mais il y a un principe quand même. Vous voyez quand même, c'est quand même un peu délirant que 1 an après, je suis juste un jeune député. Est-ce que j'ai la stature d'un homme d'État? La réponse est non. Aujourd'hui, je suis un bon animateur de démocratie. Il faut que les gens m'utilisent comme ça. Donc, je suis un bon reporter, je peux ramener des trucs à l'Assemblée nationale, qu'on m'utilise comme ça, qu'on commence pas à se demander si ce mec-là, il va péter plus haut que son... et puis aller postuler pour la présidentielle. Vous savez, vous connaissez le principe de Peter, quand même. Hein, on s'élève jusqu'à son niveau d'incompétence. Bon, j'espère que je vais retarder ça le plus possible. Merci, François Ruffin. Merci d'être venu nous voir. 8h57.